Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast On t'emmène. Je suis Alexandra et avec Oxane et Marie, on s'intéresse à une manière plus responsable de voyager, plus respectueuse de l'environnement et des populations locales. Pour ça, on vous emmène à la rencontre de personnes qui participent à cette nouvelle forme de tourisme et on vous montre que c'est possible. Alors, on t'emmène ? Pour cette nouvelle édition de On t'emmène, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Phébé Perdreau, une des 3 fondatrices de Caval & Go. Cette agence de voyage un peu particulière propose des escapades à cheval dans le monde entier. Les fondatrices revendiquent le respect du bien-être animal, le professionnalisme de leurs guides et un tourisme responsable et respectueux de l'environnement et des populations. Bonjour Phébé. Bonjour Alexandra. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail Caval & Go ? Alors tout à fait, Caval & Go est né en 2009, donc ça va faire 10 ans cette année déjà. Et l'idée c'est vraiment d'emmener les personnes découvrir le monde avec le cheval. Et quand je dis avec le cheval, c'est pas seulement à cheval, mais ça peut être aussi avec le cheval. On n'est pas forcément sur tous les voyages sur le dos du cheval, mais c'est vraiment profiter de l'alliance avec cet animal qui est extraordinaire et qui lui permet des rencontres assez uniques, hors des sentiers battus, très proches de la nature et dans tous les pays du monde. C'est vrai qu'on ne peut pas parler toutes les langues du monde, mais avec le cheval, ça ouvre beaucoup de portes et voilà, c'est vraiment la clé de ce type de voyage. Comment vous avez eu l'idée de fonder cette agence de voyage ? Alors, c'est vraiment né de la double passion du voyage et du cheval. Pour ma part, je viens d'une famille de cavaliers, de passionnés. Mes parents ont des chevaux. J'ai toujours, je m'en rappelle pas, mais déjà dans mon berceau, c'était des chevaux qui étaient autour. Donc, j'ai mis le pied à l'étrier et le virus est venu très très rapidement. Mais j'ai toujours voulu, je dirais, garder la passion à titre personnel jusqu'à un moment de la vie professionnelle où, en ayant travaillé en tourisme d'affaires, beaucoup voyagé à l'international, et la rencontre justement avec mes 2 associées fondatrices, où on a eu envie au même moment de se lancer sur un nouveau challenge, chacune avec nos compétences. Donc moi j'étais beaucoup avec ses compétences tourisme, connaissance du cheval, et puis elle vraiment la passion et leurs compétences qu'on a mis en commun pour lancer l'agence. Et du coup vous aviez déjà fait des voyages avec des chevaux qui vous ont donné envie de lancer ça ? Tout à fait. Alors moi j'ai toujours randonné à cheval depuis l'adolescence. Alors beaucoup en France bien sûr à l'adolescence, et puis dès que j'ai commencé à voyager à l'âge de 18-20 ans à l'étranger, à chaque fois j'ai essayé d'aller découvrir, que ce soit un voyage professionnel au Cap ou quand j'ai vécu au Mexique. Voilà, toujours profiter de ces moments-là pour aller découvrir les chevaux sur place. Donc déjà avec ce sentiment que d'un pays à l'autre, les chevaux ne ressemblent pas du tout les uns aux autres, les gens non plus, la culture équestre non plus, et c'est extraordinaire de découvrir à chaque fois les comportements, et même encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, même sans parler la langue, on arrive à avoir un échange à travers cette passion commune. Qui est-ce qui passe par votre agence exactement ? Quelle sorte de clients vous avez ? Alors on a différents profils de voyageurs cavaliers. Donc on a bien sûr déjà les cavaliers passionnés, cavaliers aguerris, qui recherchent vraiment une expérience équestre à leur mesure dans un autre pays, alors avec plus ou moins de rythme. Ça peut être une randonnée sportive, une randonnée aventure, la traversée des Andes par exemple, du Chili à l'Argentine. Ça peut être 3 semaines en Mongolie en autonomie. Ça peut être vraiment des aventures assez plus extrêmes. Et puis à l'opposé, on peut avoir des familles avec des enfants en bas âge pour du baby poney qu'on peut faire aussi bien sur une plage au Maroc dans un très joli ranch ou en Anjou même en France. On a des débutants et on a des cavaliers aussi beaucoup ponctuels. Ce sont des personnes qui montent pas forcément très souvent à cheval, mais qui ont envie de combiner le plaisir de la découverte, de vacances, et de faire un peu d'équitation, de profiter, parce qu'ils sont attirés par ce tourisme un petit peu sur un autre rythme, un autre tempo, proche de la nature, hors des villes, qui leur donne aussi, je dirais, un voyage avec du sens. On en parlera aussi sûrement, probablement tout à l'heure, c'est souvent un mot qu'on utilise, c'est voyager aussi avec du sens. Donc ça veut dire qu'un débutant total peut trouver chaussures à son pied s'il passe par votre agence. Tout à fait, étrier à sa botte. Exactement.
Du coup, qu'est-ce que vous proposez pour les débutants, par exemple? Alors pour les débutants, ça peut être très varié, hein. Ils peuvent très bien aller découvrir la vie dans un ranch western au Wyoming, avec des chevaux très très bien dressés, 1 heure, 2 heures de balade chaque jour pour découvrir les environs, voir la vie du ranch. Ça peut être effectivement même en Italie, dans le domaine d'un château, avec la vie de vignoble. L'avantage, c'est que quand on commence à être dans le tourisme équestre, les chevaux sont vraiment sont des chevaux qui vivent principalement en extérieur. Nous, ça nous fait partie d'ailleurs de nos critères dans notre charte qualité, de privilégier justement des partenaires qui font vraiment attention à la manière dont les chevaux sont entretenus, sont élevés, pour justement avoir des chevaux bien dans leur tête. Et même s'il y a des gens débutants, il n'y a pas de risque et tout se passe très bien. Donc on est vraiment dans cette idée-là, donc du partage plaisir avec le contact de l'animal, et il suffit pas de faire des années de manège, de préparation pour pouvoir faire des balades en extérieur. C'est tout à fait accessible pour des gens qui n'ont jamais monté à cheval. D'accord, donc sur votre site, on voit qu'il y a des offres qui sont vraiment sur le monde entier. Il y a vraiment plein de choses différentes. Donc sur quoi vous vous basez pour choisir certaines offres par rapport à d'autres ? Alors déjà, en fait, petit à petit, hein, alors quand on a commencé, on avait 5 destinations en 2009. Aujourd'hui, on a 35 destinations, donc bien sûr, hein, c'est comme tout, on a appris, on a découvert aussi tout ce qui pouvait exister, on a expérimenté beaucoup de choses. Tout ce que vous voyez sur le site internet, on a testé. On a testé les chevaux, on a rencontré les guides, on a vu les hébergements, les itinéraires, etc. Et encore une fois, comme je vous parlais un petit peu de la charte qualité, on a toute une charte qualité par rapport à la manière dont les chevaux sont élevés, les types d'hébergement, la sécurité, la qualité des itinéraires. Et ce qui est très très important aussi, ce sont des guides passionnés. Donc tous ces critères-là, que je vous expose très rapidement, sont très importants pour pouvoir déjà identifier, avant de se déplacer, les structures ou les partenaires potentiels avec lesquels on pourrait travailler. Et quand on se déplace, généralement, à 98-19%, on a toujours 1 ou 2 anecdotes là, forcément qui me viennent au début, où même avec tout ça, on est arrivé sur place et il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas 10 chevaux, il y en avait 2, voilà, bon, c'est des petites anecdotes comme ça, mais c'est vrai que maintenant on sait le type de partenaire qu'on recherche, et puis il y a les tendances aussi, des nouvelles choses qui se créent, donc on est toujours à l'écoute, et on suit un petit peu ce qui peut se faire, et on suit de près aussi nos partenaires. Nos partenaires sont au-delà de fournisseurs, comme on pourrait appeler dans une entreprise. On a vraiment une relation de confiance avec ces gens-là, on les a rencontrés. Pour certains, on travaille depuis 10 ans ensemble, on se connaît très bien. On a toujours eu des histoires avec des cavaliers qui ont raté leur vol, qui sont arrivés 2 jours en retard, ou qui ont perdu leur bagage, qui ont fait... j'ai une cavalière il n'y a pas très longtemps qui a fait 5 jours à cheval avec le même pantalon, même chaussettes pendant 1 semaine. Et ça s'est très bien passé au final. Et a priori, de ce qu'elle nous a dit, ça va rester un très bon souvenir quand même. Mais voilà, donc si on n'a pas une vraie relation en direct avec nos guides, on est vraiment dans l'humain, même si on est dans des relations commerciales, on est aussi avant tout dans l'humain avec ces gens-là, avec qui on suit de près pour nos cavaliers. Donc c'est comme ça aussi qu'on évolue, on se tient au courant, on est beaucoup en contact, et puis Internet, hein, bien sûr, facilite beaucoup les choses. Et vous faites des visites de temps en temps chez vos partenaires pour voir si tout va bien, s'ils respectent bien votre charte ? Tout à fait. Alors on y retourne, alors quand on peut, hein, bien sûr. On aimerait, alors certaines personnes nous imaginent travailler 365 jours par an dans le monde entier en voyage. On essaye de voyager au maximum, en tout cas pour retrouver nos partenaires, en visiter de nouveau. Ce qui est très important aussi, c'est qu'après chaque voyage, on fait un point avec nos cavaliers, savoir comment ça s'est passé, ce qu'ils ont apprécié, est-ce que ça correspondait bien à ce qu'ils ont cru et pensé justement avoir sur le voyage, est-ce qu'on avait bien expliqué les choses, etc. Ça nous permet aussi de détecter en continu si jamais il y a un risque d'une qualité qui changerait. Encore une fois, on est dans l'humain aussi, hein. On peut avoir des guides qui travaillent très dur toute l'année, il peut arriver à un moment donné en fin de saison qu'ils soient fatigués, effectivement qu'ils soient moins peut-être présents avec les cavaliers, et ça peut se ressentir parfois aussi avec notre public qui peut-être attendait un peu plus de
présence. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, mais qui s'expliquent. Encore une fois, on est dans l'humain et notre relation de confiance fait que quoi qu'il se passe, en tout cas, on arrive toujours à trouver des solutions pour expliquer les choses et trouver des sorties quand il y a des moments plus délicats pour certains de nos cavaliers. J'aimerais bien revenir sur votre charte qualité dont vous parliez tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on détaille un peu plus qu'est-ce qui fait qu'on peut être partenaire, quels hôtels vous choisissez, etc. Alors déjà, on travaille peu avec des hôtels. On va plutôt travailler avec des structures vraiment qu'on va trouver justement dans un milieu rural, hors des sentiers battus. Donc on va plutôt travailler avec des refuges, des écologes, des gîtes, par exemple, chez l'habitant aussi. On a pas mal de randonnées, notamment de randonnées dans le désert qui sont avec du bivouac, tout simplement. Alors, d'une certaine manière, ce qui est le plus important, c'est que les hébergements proposés soient cohérents avec l'aventure qui est offerte. C'est-à-dire qu'effectivement, je prends l'exemple du désert en Jordanie. C'est sûr que si on doit dormir dans des maisons en plein désert, il y a quelque chose qui paraît... alors que ce qui est magnifique dans le désert du Wadi Rum, c'est de pouvoir dormir. Si on a envie, nous on encourage toujours de dormir un petit peu à la belle étoile, parce que vous avez une des plus belles nuits étoilées que j'ai pu voir, je crois, de toute ma vie. Et c'est vrai que c'est très important, l'adéquation. Et ensuite, qu'il y ait tout ce qu'il faut pour que le cavalier puisse avoir un minimum de confort en fonction du terrain, en fonction du milieu, en fonction de l'environnement qui est donné, du rythme. Et que tout soit fait pour donner à nos cavaliers aussi une information qui soit claire. Ça c'est très important aussi. C'est que les informations qui sont données en amont, en tant qu'agence, nous, c'est très important que sur place, les gens trouvent les mêmes informations. Donc, que l'engagement de nos partenaires de vraiment respecter aussi l'offre qui a été faite en partenariat avec nous. Ça, c'est très important. Donc, dans la charte qualité, vous avez tout un ensemble, en fait, toute une grille, en fait, de termes, de normes qui concernent... il y a la partie hébergement, il y a les parties itinéraires, il y a les parties chevaux et équipement des chevaux, la partie du guide. C'est vrai qu'encore une fois, ce que je dis souvent, c'est que le guide, c'est vraiment le pilier du voyage. Vous pouvez aller dans un endroit magnifique qui est censé être peut-être l'endroit, peut-être le pays qui serait qualifié le plus beau du monde, avec peut-être un endroit où on dirait que les chevaux sont les plus beaux du monde. Si vous avez une personne avec vous qui pendant une semaine vous adresse peu la parole, échange peu avec vous, ça va rester un voyage moyen. Et à l'inverse, vous pouvez partir dans un endroit même près de chez vous, avec des chevaux, tout ce qu'il y a de plus, des chevaux de tourisme équestre, tout simple, mais vous êtes avec un guide qui vous fait rire, vous raconte plein d'anecdotes, qui vous fait vivre vraiment pendant une semaine, vous transporte et vous déconnectez complètement grâce à cette personne, ça pourrait être le voyage de votre vie. Donc ça, c'est très important. Donc nos guides, je dirais que c'est vraiment la base de toute cette charte qualité. Alors, encore une fois, c'est de toute façon un métier de passion, on en parlait au début. Travailler avec les chevaux, accueillir des personnes du monde entier pour les emmener en moyenne une semaine avec soi, 24 heures sur 24 quasiment. Il faut vraiment aimer ce métier-là. Et les gens qui le font, vraiment, sont vraiment tous des passionnés pour la majorité. Donc. Nous, avec notre podcast, on s'intéresse beaucoup au tourisme qui va être plus responsable, d'un point de vue écologique et éthique notamment. Mm-hmm. Est-ce que Cavale & Go peut se dire éco-responsable et éthique ? Alors, on tend bien sûr à être au maximum, aussi bien en interne, dans l'équipe, dans les outils qu'on utilise, la manière dont on consomme, que ce soit le papier, que ce soit nos outils en interne, que vis-à-vis de notre façon de travailler d'une manière générale avec nos partenaires. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir et puis les choses sur lesquelles on ne peut pas forcément agir dans notre secteur d'activité. En tout cas, le plus important pour nous, c'est de sensibiliser les gens à une prise de conscience. Quand je vous parlais un peu plus tôt de voyages qui ont du sens, on est vraiment là-dedans. Par exemple, sur la Jordanie, on fait toute une sensibilisation dans nos informations voyage sur l'utilisation de l'eau. L'utilisation de l'eau dans le désert, qu'il faut faire très attention, toute la question des déchets aussi. Et à travers aussi, en sensibilisant les voyageurs, on sait qu'on entretient cette prise de conscience pour les locaux, qui eux aussi apprennent en fait à être responsables vis-à-vis de leurs ressources dans les pays. Donc, j'ai pris cet exemple-là, mais j'aurais pu vous parler de la Mongolie, j'aurais pu vous parler d'autres pays. Donc il y a vraiment, pour nous, ce qui est le plus important, c'est là on peut agir.
C'est-à-dire sensibiliser et que nos cavaliers qui voyagent dans plein de pays du monde aient vraiment une prise de conscience pour chaque pays où ils vont, de ce qui est important, de là où ils doivent faire attention et là où ils peuvent peut-être aussi agir d'une certaine manière. C'est aussi les cadeaux, par exemple. Et on a souvent la question des cadeaux pour faire des cadeaux. Alors c'est vrai que aujourd'hui, on a encore souvent la question, est-ce qu'on peut emmener des bonbons aux enfants? Est-ce qu'on peut donner de l'argent aux gens, etc. Donc c'est vrai qu'on essaye aussi de sensibiliser. C'est vrai que nous, en Kirghizie ou en Mongolie, nos guides, par exemple, sont très contents quand on leur offre du matériel équestre. En France, nous, on a la chance d'avoir des Décathlon, des pads, où on peut avoir du matériel équestre vraiment à des prix très intéressants. Ces pays-là ne peuvent pas forcément le faire. Voilà, j'ai même vu des guides mongols tellement fiers qu'on leur offre une paire d'étrivières qui s'en servaient donc c'est pour les selles, c'est pour porter les étriers, qui s'en servaient de ceinture, tellement ils trouvaient ça. C'était pas l'objectif initial, mais en tout cas, voilà, après. Donc voilà, donc il y a toute cette approche qu'on essaie de mettre en œuvre, et je tends à croire qu'en donnant du sens et en reconnectant d'une certaine manière les personnes à la nature, on n'est pas séparés de la nature, on fait nous-mêmes partie de la nature, mais peut-être en prenant peut-être mieux conscience, en voyageant, en rencontrant d'autres personnes qui sont peut-être parfois même plus proches dans leur quotidien que nous de la nature, on se rapproche de qui on est, et le cheval aide beaucoup aussi pour ça. Le cheval, c'est encore un autre sujet sur le cheval, mais c'est vrai que c'est un animal aussi qui est très dans une sensibilité qui nous touche beaucoup. C'est aussi pour ça qu'il y a ce niveau de passion avec le cheval chez l'être humain. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait différentes coutumes et pratiques équestres dans les autres pays. Est-ce que ça choque pas certains de vos cavaliers d'aller dans des autres pays et voir ces habitudes-là? Si, tout à fait. Alors ça, c'est un point très intéressant. C'est vrai que dans certains pays, on peut citer, je parlais de la Mongolie, on peut parler de l'Amérique latine. Il y a certaines traditions équestres qui sont encore très vivaces, qui peuvent paraître très brutales pour nous, Européens, nous, Français. On essaye toujours de mettre en avant l'idée que quand on voyage, nous sommes des observateurs et nous ne sommes pas là pour juger. En revanche, ça n'empêche pas qu'il y a une prise de conscience aussi. Nos guides avec lesquels on travaille, on ne travaillerait pas avec des guides qui aient des comportements violents ou qui ne correspondent pas à notre charte qualité de bien-être animal. Mais en revanche, ce bien-être animal, bien sûr, il est tout relatif en fonction des moyens de la culture d'un pays. Mais on met toujours en avant, en Équateur, il y a des traditions encore pour dresser des chevaux qui sont assez dures par des populations locales. Et notre guide avec lequel on travaille, justement, depuis 20 ans, sensibilise au travail en liberté et ce qu'on appelle le natural horsemanship. Donc c'est vraiment tout ce qui est autour de l'éthologie, dresser un cheval au naturel, etc. Et donc ça, c'est quelque chose que petit à petit se met en place. Donc les choses bougent, mais c'est important effectivement de rappeler aux gens que parfois on peut être un peu choqué, on peut voir un cheval voilà, dans des situations qui peuvent parfois surprendre, mais encore une fois, l'important est de ne pas juger. Comment vous faites pour sensibiliser vos voyageurs avant leur départ? Vous leur téléphonez? Vous avez des plaquettes? Comment vous faites? Alors déjà, au moment de la réservation, on a tout un échange, très souvent par téléphone, puisqu'il y a toujours des questions complémentaires, des besoins d'avoir des précisions sur des choses par rapport au niveau équestre également. Donc il y a souvent des échanges à ce moment-là. Et puis effectivement, avant le départ, donc un mois avant le départ, nous on envoie un carnet de voyage avec toutes les informations pratiques, ce qu'on recommande de mettre dans la valise, de ne pas oublier, les pourboires. C'est vrai que les Français, culturellement, ne sont pas toujours... c'est vrai, c'est pas dans notre culture de verser des pourboires. Or, pour beaucoup de pays, c'est vraiment une fierté de recevoir un pourboire, et ne pas en recevoir, c'est quand même recevoir une claque. Donc c'est important aussi d'être sensibilisé à tous ces points-là. Donc voilà, on donne beaucoup d'informations sur la destination, la météo, c'est très important également. Donc les gens sont bien préparés, et puis on est toujours joignable, bien sûr,
avant le départ, s'il y a des questions complémentaires. Pendant le voyage, les voyageurs ont un numéro d'urgence accessible 24 heures sur 24 en France. Donc si jamais il y a un souci aérien ou quoi que ce soit, on peut être joignable également. Il y a certains voyageurs qui favorisent l'écotourisme. Est-ce qu'ils ne peuvent pas être rebutés par le fait de devoir prendre l'avion pour aller à vos destinations ? Alors ça c'est une question qui à la fois ouvre une porte avec énormément de réponses et d'autres questions, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle il n'y a jamais eu une croissance aussi rapide de la demande de voyage en avion, de l'ouverture de lignes aériennes. Donc là, on est face à une explosion, je dirais, du voyage en avion, et pas seulement pour le tourisme. Hein. Donc oui, il y a une empreinte carbone qui est importante, hein, qui est liée à l'utilisation des avions, ça on ne peut pas le nier. Je lisais dernièrement, on est entre 3 et 6% de la pollution liée au tourisme au total. Alors ça reste bien en dessous d'autres pollutions telles que la déforestation, l'industrie, d'autres types d'économies, mais c'est quand même en augmentation. On sait que le tourisme est en augmentation. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut agir directement et puis d'autres choses où on ne peut pas forcément agir directement, mais plutôt trouver d'autres biais de sensibilisation. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en position de dire à nos voyageurs, nous, Cavalengo, on arrête tous les voyages où vous auriez besoin de prendre un avion, puisque déjà c'est la demande et il y a une forte demande là-dessus, et puis fermerait 90% de notre catalogue à une époque où les gens n'ont jamais eu autant envie d'aller voir de leurs propres yeux. Pourtant avec Internet, on a accès à toute l'information, mais on a besoin de voir par nos propres yeux et de retrouver ce contact, de rencontrer les gens. Et aujourd'hui, le moyen, c'est l'avion. Donc on est plus sur la sensibilisation dont je vous parlais aujourd'hui, toute la question aussi de cette marque d'empreinte carbone, de la retraduire, de la reverser autrement, à travers des projets d'ONG, par exemple, de replantation d'arbres dans différents pays. On est en contact avec différentes ONG avec qui on travaille sur des actions ponctuelles, des choses comme ça. Donc ça, c'est une première sensibilisation. Et puis la deuxième, c'est vraiment aussi en local. On travaille directement avec nos guides équestres. Donc l'argent qui nous est versé et qu'on reverse à nos guides équestres va directement à ces gens-là. Donc va à leur famille qui travaille avec eux, va à leurs chevaux directement pour... Ça pour nous c'est vraiment très très important parce qu'on ne multiplie pas les intermédiaires. Donc tout cet ensemble fait que ça a du sens. Même s'il y a ce passage avion qui est ce qu'il est, on espère aussi que les compagnies aériennes, on sait qu'il y a beaucoup de réflexions qui se font au niveau ingénierie pour trouver des matériaux plus légers, pour que les avions consomment moins, un kérosène qui soit peut-être moins polluant, etc. Donc on espère aussi que petit à petit, il y a des solutions qui vont aussi s'apporter à ce niveau-là. D'accord, et selon vous, quel est l'avenir de l'écotourisme de manière générale ? Alors c'est une bonne question. Je pense que il y a vraiment deux grandes tendances de tourisme de toute façon qui se dessinent. On le voit avec tout le marché asiatique, indien, chinois qui explose littéralement. Donc il y a des pronostics à 2050 qui sont incroyables, à tel point que des villes comme Venise, Barcelone, Paris, etc. commencent à mettre des quotas d'entrée. On imagine que sur cet axe de tourisme, ce type de tourisme, on imagine que peut-être dans quelques années, si vous n'avez pas réservé votre entrée à Venise 2 ans avant, vous pourrez plus voyager à la dernière minute comme ça. Et puis il y a ce qu'on appelle plus le slow tourisme, effectivement, qui rejoint l'écotourisme, ce retour à la nature, aux petits groupes. Ça, nous, c'est toujours quelque chose qui revient beaucoup dans le discours de nos cavaliers. On aime se retrouver en petits groupes. Voilà, ils sont souvent 6, 8, 10 maximum. Donc c'est vrai que c'est une autre ambiance. Et je pense que ça peut perdurer parce que cette offre-là, elle peut encore se développer. Il y a encore beaucoup de pays qu'on peut découvrir, même en France. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut développer, en Europe également. Sur ce type de tourisme. Mais voilà, j'imagine deux grands pans de tourisme et on a le sentiment qu'aujourd'hui en Occident il y a cette recherche de sens aussi. Nous on le sent bien à travers nos 2 marques de voyage justement on a une autre marque de voyage qui s'appelle Zen & Go sur des voyages nature et bien-être qui reprend un petit peu la même charte, le même positionnement, ce même
côté se reconnecter à la nature, à soi, avec hors des sentiers battus. Et on retrouve toujours cette recherche de sens dans le voyage, qui correspond bien de toute façon à cette demande à l'heure actuelle sur le voyage. Pour terminer ce podcast, j'aimerais vous demander déjà quel est votre meilleur et votre pire souvenir de voyage équestre. Alors, le pire, pour terminer après sur une très bonne note, alors c'est pas toujours le pire, hein, parce qu'évidemment, heureusement, je ne connais personne autour de moi qui a eu un voyage qui de A à Z a été juste un enfer. Parce que là, heureusement, on a des moyens de s'échapper. Hein, aujourd'hui, on peut prendre un avion, on s'échappe, parce qu'il faut, au bout d'un moment, il faut dire stop. Non, ça a été une randonnée à cheval dans le Périgord, je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'est vrai qu'on a eu des pluies diluviennes au mois d'août, du lundi au vendredi, non-stop. Et c'est vrai qu'on se levait le matin, on mettait encore certains vêtements qui étaient humides de la veille, et le soir on arrivait, on était trempés. Le matin il pleuvait, il fallait monter à cheval. Voilà. Mais à côté de ça, on a rencontré des gens extraordinaires, on avait des chevaux excellentissimes, et ça c'est vrai que c'était dur physiquement, mais au final, si on est allé jusqu'au vendredi, c'est que c'était plutôt sympa. Et un des souvenirs les plus marquants, c'est, je parlais de l'Équateur un peu plus avant, c'est un pays qui est encore peu connu, qui est un petit pays d'Amérique latine, mais avec une culture, des choses à découvrir absolument extraordinaires. Et surtout, c'est un pays donc d'altitude. Donc on était à 4000 mètres d'altitude avec donc les chagras d'Équateur, qui sont les gauchos vraiment locaux là-bas, qui regroupaient du bétail. Et il faut savoir que là-bas, les distances sont tellement importantes, les propriétés font en moyenne 20 à 30 000 hectares. Donc quand on a 100 têtes de bétail à retrouver dans 100 000 hectares sans GPS, il faut savoir le faire. Donc en fait, ils parlent en sifflant. Et donc on était très haut en altitude, on avait les nuages, on était tantôt au-dessus, en dessous des nuages avec les chevaux, chacun avec sa mission. Et ça, c'était vraiment des moments magiques. Ça fait partie de ces moments dans les voyages qu'on peut tous avoir, où on se dit, là, je suis en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Et le cheval est totalement en osmose, d'ailleurs, avec ses cavaliers. Ils connaissent leur travail. Oui, rien que d'y penser, je revois cette scène, et c'est vrai que c'est aussi avec vous. Oui, voilà, exactement. Je pourrais y retourner là, Voilà. Bon merci Phébé d'avoir participé à ce podcast. Merci Alexandra pour toutes ces questions. Voilà. J'espère qu'en tout cas ça titillerait ceux qui n'aient pas encore mis le pied à l'étrier de tenter une aventure, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on commence, on peut vite attraper le virus. C'est ce qui nous est tous arrivé, donc voilà. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de On t'emmène. À bientôt.